C'est à mettre en œuvre ce collège de façon mesurée, j'allais dire de façon tranquille et persévérante. Il ne s'agit pas de se dire je vais tout révolutionner, mais plutôt de se dire comment je profite de l'espace de liberté qui m'est donné pour aborder les élèves d'aujourd'hui autrement qu'on les abordait hier. Il y a des personnes ressources qui sont mises à disposition par l'Académie. Nous avons une centaine de formateurs, plus effectivement les corps d'inspection. Un des points parmi les points qui avaient fait débat dans cette réforme du collège, il y avait l'enseignement du latin grec. Alors vous avez dit l'autre jour à une conférence de presse à laquelle nous avons sagement assisté qu'il n'y avait pas de problème, il y avait même plus de classes de latin et de grec dans certains collèges. Je voudrais revenir quand même là-dessus parce que pour éviter peut-être le tour de passe-passe sans vouloir paraître un peu comme ça. Mais est-ce que c'est l'enseignement de la langue grecque et latine ou bien est-ce que c'est l'enseignement d'une culture de l'Antiquité? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est important aussi la culture de l'Antiquité, mais la langue latine, apprendre les déclinaisons, c'est pas tout à fait pareil. Non, il ne s'agit pas de langue et culture de l'Antiquité, il s'agit du latin et du grec. C'est-à-dire, pour redire pour les auditeurs, c'est-à-dire les élèves vont continuer d'apprendre des déclinaisons latines et de la langue latine. Exactement. Voilà. Et justement, vous disiez, il y a plus de classes, c'est dû à quoi? Il y a plus d'élèves surtout. Puisqu'en fait, le latin était présent dans tous les collèges peut-être, enfin dans 95% des collèges, mais il n'était pas présent pour tous les élèves. Et là, finalement, plus d'élèves, davantage d'élèves. Alors nous allons le vérifier, bien sûr, mais normalement, davantage d'élèves sont concernés. Et nous avons fait en sorte qu'au lycée, aucune section de latin aucun enseignement de latin ne soit fermé. Parce que nous faisons la promotion d'une poursuite collège-lycée. Et c'est la même chose pour le grec? Pour le grec, ça a été un peu une surprise de voir que nous allions doubler le nombre de jeunes qui allaient rencontrer la langue grecque. Là encore, moi j'attends de voir comment les équipes s'organisent, quels sont les jeunes qui effectivement vont être en contact avec ces enseignements. Et nous allons vérifier la continuité, bien sûr. Une des particularités de cette rentrée, vous l'avez dit également, c'est que le premier cycle, ce qu'on appelle l'école primaire, est concerné par la refonte de leur programme et la refonte de leur cycle, et notamment ce qu'on appelle le cycle 3. Alors on va pas être trop technique, mais c'est le CM1, CM2, 6e. Une priorité particulière a été donnée à ces trois classes. Pourquoi? C'est très simple. Quand nous faisons les enquêtes d'évaluation et l'enquête PISA qui ont fait, où on n'est pas très bien noté, faut quand même le dire. Une parmi d'autres. Voilà, c'est le fameux classement. Oui. Nous nous rendons compte que les lacunes des jeunes qui sont donc en troisième, ils ont 15 ans, sont des apprentissages qui n'ont pas été compris de cette période-là. C'est exactement CE2, CM1, CM2. C'est une période qui est... Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous ne préconisons absolument pas les classes 3 niveaux dans cette période-là. C'est une période, ces 3 années-là, sont des années où il y a beaucoup de ce que j'appellerais des sauts cognitifs, beaucoup d'abstraction. On ne se rend pas compte, parce qu'une fois qu'on est adulte, on ne se rend pas compte de tous les petits sauts cognitifs que nous avons passés au niveau de l'école. Et donc maintenant, c'est très clair que c'est CM1, CM2, 6e, le cycle 3. Donc on a laissé le CE2 finir le cycle 2. C'est beaucoup mieux structuré et nous allons voir ce que cela donne comme résultat. Je voudrais qu'on parle, Madame la rectrice, de la scolarisation des élèves handicapés, parce qu'en situation de handicap, comme on dit, c'est important. Il y en a quand même 9724 élèves en situation de handicap au cours de l'année scolaire 2015-2016. Il y en avait 5500 à l'école primaire et environ 4200 au collège et au lycée. Cette année, la nouveauté, vous allez nous en parler, c'est qu'il y a 3 nouvelles unités d'enseignement en classe maternelle pour les enfants autistes, dans le Cher, dans l'Eure-et-Loir et dans l'Indre, qui viennent d'ouvrir, qui complètent les 3 autres classes qui avaient déjà été ouvertes dans les autres départements. C'est pas simple, la scolarisation des enfants handicapés, mais dans cette académie, les choses avancent. D'abord, je crois qu'il ne faut pas dire c'est pas simple.
Ils sont avec nous, ils vivent avec nous. Mais jusqu'ici, Et dans le ils ne scolaire. faisaient pas partie Alors, des mêmes classes. Vous avez raison de poser le sujet comme ça, parce que c'est vrai que le modèle français est un modèle particulier. Il y a quelques années, le modèle allemand était celui de la séparation totale. Le modèle italien, c'est celui de l'inclusion totale. Je résume, hein, c'est une petite caricature, ça évolue des deux côtés. Le modèle français, c'est une inclusion accompagnée. Et C'est-à-dire bien, ça veut dire qu'ils sont en ULIS, mais ils sont c'est le nouveau nom de ces classes. Hein, oui, ils sont des unités Unité d'inclusion locale scolaire. d'inclusion scolaire. Et ils sont par moment dans la classe. Ils sont déjà dans le collège et ils sont par moment dans la classe. Mais avec un accompagnateur d'ULIS. Voilà. Ce qui n'est pas une inclusion simple comme peuvent le faire les Italiens, dans lequel les enfants sont dans la classe, point. Voilà. Donc on a un accompagnement, nous, des ULIS, des jeunes qui sont en ULIS, mais c'est tout à fait... D'ailleurs, les jeunes sont extrêmement bien reçus par tout le monde. Et il faut saluer le travail des professeurs des écoles et des professeurs des lycées et collèges, surtout collèges, qui intègrent volontiers ces jeunes dans la classe. Alors on imagine que ça ne se fait pas de la même façon en maternelle et au lycée, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est différent. C'est différent. Alors, les ULIS, nous sommes en train de... Comme la loi de 2005, qui a commencé à faire rentrer, à augmenter l'inclusion scolaire de ces jeunes. Cette loi de 2005 s'est mise en route petit à petit. Nous sommes en train aujourd'hui d'augmenter notre capacité d'accueillir en ULIS professionnel. C'est l'ambition, mais certains diront utopique, mais moi je ne pense pas, elle n'est absolument pas utopique. C'est d'aller jusqu'à l'ULIS professionnel pour qu'il soit inséré aussi dans le monde professionnel avec nous. c'est une façon de changer de sujet tout en restant dans le même sujet. On va parler de l'enseignement professionnel. Il y a aussi de la nouveauté dans les lycées professionnels. L'apprentissage, le lien avec l'entreprise, tout ça va être mieux articulé pour que, une fois encore, comme on le reproche depuis longtemps, l'éducation nationale et les collèges, les lycées soient plus proches de l'entreprise et les entreprises plus proches des collèges et des lycées. Oui, je ne sais pas ce qu'on entend par plus proche, mais... Une meilleure connaissance, en fait, moins de défiance. Je crois qu'il faut rassurer tout le monde sur le fait que la formation initiale des jeunes, des lycéens professionnels, est une formation en alternance. La formation initiale, elle est en alternance parce que les jeunes ont énormément de périodes dans l'entreprise. Mais ils ont énormément de périodes dans l'entreprise, dans différentes entreprises, quand ils sont en formation initiale. Quand ils sont en apprentissage, c'est dans une seule entreprise. C'est plutôt ça qui va changer. Mais cette formation en lycée professionnel, elle est très professionnelle. Est-ce qu'ils ont le droit à l'erreur, ces jeunes? Parce qu'ils sont encore effectivement très jeunes et ils n'ont pas forcément tous trouvé exactement leur voie. Nous avons une exigence d'accompagnement. Et une exigence d'accompagnement qui va commencer très tôt, qui va commencer au cycle 3 du collège, c'est-à-dire en 5e. Parce que sinon, c'est trop tard. Comment conseiller un jeune, sa famille, au dernier moment, en fin de 3e ou en fin de seconde? Donc le parcours à venir que nous sommes en train de mettre en place va également servir aussi comme en dialogue avec les parents pour mieux connaître les jeunes. Nous avons une ambition qui est quand même énorme. L'ambition d'une éducation nationale de masse et l'ambition d'une personnalisation, plutôt d'une individualisation. C'est une exigence qui est énorme. Et je crois qu'il faut se rendre compte de l'effort que fait cette institution, les professeurs et les chefs d'établissement dans un contexte de massification, toujours. Oui, mais ma question, c'était un jeune finalement qui fait mécanique, puis d'un seul coup, il se dit non, plutôt je préférerais faire, je sais pas moi, boulangerie ou métier de bouche. Comment on lui permet d'opérer ce virage? Quand il y a aujourd'hui une erreur manifeste d'orientation, nous avons, avant les vacances d'automne, une réorientation qui pourra être proposée. Très bien. On va peut-être dire un mot de l'enseignement privé, qui effectivement, puisque les écoles sous contrat dépendent de l'Académie d'Orléans-Tours. Donc ces établissements sont concernés notamment par la réforme du collège? Oui, complètement, totalement.
ils entrent exactement dans la même organisation scolaire, avec les mêmes programmes. Nous avons donc à intensifier la formation. Nous demandons d'ailleurs une intensification de la formation à l'enseignement privé, parce que, encore une fois, ce nouveau collège, ce n'est pas un petit changement marginal, à la marge. C'est un changement qui est plus profond que cela. On peut parler de refonte. C'est une refonte. C'est dans le cadre de la refondation de l'école, sur toute sa scolarité obligatoire. On ne va pas rallumer la guerre scolaire, mais comment sont aujourd'hui, en 2016, les relations entre le public et le privé ? On les oppose depuis toujours, il y a une concurrence, à certains moments il y a eu un gonflement des effectifs dans le privé, pour des tas de raisons qu'on a déjà expliquées, puis ça a tendance à stagner, ça baisse un peu. Comment sont les relations entre vous ? Je ne crois pas qu'on en soit aujourd'hui dans cette région à regarder l'autre pour savoir s'il a un de plus ou un de moins, parce que cette région est en augmentation démographique, et très sincèrement, tout le monde est le bienvenu pour accueillir tous ces jeunes. Donc nous ne sommes pas en train de dire « Oh là là, il est en train de me prendre des élèves ». Non, on n'est pas dans cette mentalité-là du tout, parce que nous avons aussi la chance, encore une fois, d'être dans une région qui gagne énormément d'élèves. Nous avons gagné près de 6 000 élèves, 5 800 dans le second degré. Tous les départements ne sont peut-être pas logés à la même enseigne, c'est peut-être plus alors dans là, les nous bassins avons de aussi population, dans Loiret ou Indre-et-Loire. Voilà, dans l'académie, dans la région, donc nous avons aussi à gérer une situation atypique, avec effectivement une baisse de population qui aujourd'hui semble quand même être freinée dans le Cher, mais qui dans l'Indre est toujours là, et une augmentation de population dans le Loiret, avec une forte pression sur Orléans, et dans l'Eure-et-Loire. Et en Indre-et-Loire ? En Indre-et-Loire, ça monte, mais je dirais le bourrelet qui arrive sur le Loiret coule ensuite le long de la Loire, si j'ose dire, et finalement est ainsi un peu atténué sur l'Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire augmente, mais ne subit pas les à-coups que nous pouvons connaître au nord du Loiret. Alors le plan numérique, parce que c'est important, l'informatisation des collèges notamment, il concerne là aussi bien le privé que le public. Vous nous avez dit en conférence de presse qu'il y avait à peu près un quart des collèges connectés, en précisant bien qu'il s'agissait de ceux qui expérimentent par exemple les tablettes, mais que la plupart des établissements ont bien sûr une connexion Internet. Oui, aujourd'hui, la plupart des établissements sont connectés. Le plan numérique, évidemment, concerne tous les collèges. Et il est dans l'intérêt du pays que tous les collèges avancent très vite dans l'imprégnation numérique. L'imprégnation numérique, il ne faut pas que l'outil devienne l'objet. L'outil n'est pas l'objet d'étude. Voilà, le numérique, ce n'est pas un objet d'étude. Enfin, sauf pour ceux qui veulent ensuite se spécialiser. Mais c'est un outil, c'est un levier d'apprentissage. Alors, il y a les tablettes qui sont expérimentées à Main-sur-Loire. Le bilan il est déjà bon, il est déjà fait ou il est encore en cours ? Dans le monde de l'éducation, les bilans ne se font pas à l'échelle d'une année. Donc là, c'est la deuxième année qui a commencé. Oui, il faudra encore un peu plus de temps. Mais les premiers retours sont plutôt satisfaisants ou pas ? Qualitativement, nous voyons une plus grande mobilisation, y compris de l'attention des jeunes. Maintenant, est-ce que cette mobilisation sera bien sur l'objet scolaire et sur l'apprentissage ? Nous attendons de voir, puisqu'en fait, là aussi, nous avons adopté, nous, une position médiane. Il y a la position des écoles canadiennes isolées qui pratiquement font du tout numérique. Nous à l'international, nous avons des retours. Donc nous savons jusqu'où il ne faut pas aller. On va parler de harcèlement scolaire. C'est une question qui préoccupe énormément de parents, énormément d'élèves, et j'imagine que ça vous préoccupe aussi, Marie Régnier. Vous, l'Académie Orléans-Tours, a formé 424 ambassadeurs en 3 ans. Qui sont ces ambassadeurs ? Quelles sont leurs missions et que vont-ils faire pour lutter contre le harcèlement scolaire ? Alors, il faut comprendre d'abord que c'est une idée de l'Académie qui, en fait, aujourd'hui, part au national. En fait, l'idée consistait à dire, très bien, nous formons les adultes, tous les personnels de vie scolaire, les chefs d'établissement, ça c'est une bonne chose, mais
peut-être que finalement, pour parler aux lycéens, il serait intéressant de repérer des lycéens responsables, des lycéens qui ont certains charismes, des lycéens qui sont délégués, et qu'ils nous aident à combattre le harcèlement. Parce que le harcèlement, ça ne se déploie que dans des contextes où la meute va se former. Et donc, renvoyer la meute à ce qu'elle est, c'est-à-dire à quelque chose qui est inintelligent, qui flatte des instincts qui ne sont vraiment pas très merveilleux, le faire remarquer par des lycéens, cela est apparu très efficace. Nous avons eu plus de signalements, nous avons détecté plus tôt, et je pense que petit à petit, nous sommes en train de gagner cette bataille. Donc les ambassadeurs, ce ne sont que des élèves qui vont parler aux élèves, ou ce sont aussi des adultes qui vont parler aux élèves? Ce sont des lycéens formés, mais formés de façon plus importante, et qui vont agir sur les élèves, dans tous les sur niveaux, leurs camarades. y compris au collège, par exemple. Y compris au collège. Le harcèlement scolaire, ça commence dès la 6e. Oui, alors nous avons aussi des ambassadeurs des classes de 3e pour le collège. D'accord. Oui, voire même en primaire, même si c'est plus rare. En primaire, c'est difficile d'avoir des ambassadeurs, ce sont des enfants. Non, je parle du harcèlement scolaire. Alors, le harcèlement scolaire en primaire, il est là sous la responsabilité pleine et entière pour le signalement et pour le traitement des professeurs des écoles. Et là, on peut dire aussi que les signalements sont faits, vraiment? Oui. Mais c'est insidieux parfois. Moi, je lis quelquefois des courriers. Heureusement, les parents m'écrivent. Parce que quand nous contactons l'équipe éducative, ils sont très étonnés quelquefois. Très étonnés. On dit que les enseignants aussi sont très étonnés parfois parce qu'ils sont au contact des élèves tous les jours, mais quand arrive un cas de harcèlement, souvent ils tombent des nues. Ils disent on n'avait pas vu. Oui, ça peut se faire dans leur dos. En gros. Oui, bien généralement, ils ne se mettent pas sous le nez d'un adulte. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très insidieux. Ça peut être aussi aux abords de l'école. C'est compliqué. Et de toute façon, je pense que quand les parents sont inquiets, il ne faut pas hésiter, il faut écrire. Alors, un autre débat qui est assez récurrent, c'est la question de l'uniforme à l'école. Vous en pensez quoi, Marie-Rémy? Mais je l'ai vécu, moi, l'uniforme, à l'école primaire et au collège, en Martinique. Au lycée, un peu moins. Au lycée, les jeunes n'étaient pas en uniforme, ou peu, ça dépendait des lycées. C'était un choix du conseil d'administration. C'était sans doute l'influence des îles anglo-saxonnes voisines. Est-ce que cela apaise le climat scolaire? Je ne sais pas le dire. Je ne suis pas sûre. C'est peut-être une façon de lutter contre le harcèlement, justement, parce que quand on met tout le monde habillé de la même façon, il n'y a plus ces questions de marque, de pas de marque. Oui, mais c'est l'inverse de l'éducation. Je vais voler ton truc de marque, etc. Enfin, bon, tout ce qu'on peut voir. Mais c'est l'inverse de l'éducation. Pourquoi c'est l'inverse de l'éducation? Parce que l'éducation, c'est d'apprendre la frustration. Si vous enlevez l'objet, vous n'éduquez pas. L'éducation, c'est justement de dire, bon, mon voisin, il a une super marque, moi je ne l'ai pas, mais bon, c'est pas pour ça que je vais... C'est ça l'éducation. C'est de gérer les frustrations. Et donc, je pense que ce n'est pas forcément une très très bonne idée. Donc vous n'êtes pas favorable à l'uniforme? Je suis favorable à une éducation. Et l'éducation, c'est d'apprendre à vivre avec nos différences, avec nos différences, nos inégalités également, on peut les traiter, non pas accepter, puisque l'éducation, c'est aussi de ne pas accepter les inégalités, mais ne pas les traiter par la violence. Voilà, il nous reste quelques minutes et nous voulions aborder le sujet, bien sûr, de la sécurité, avec ces exercices prévention attentats qui devront tous être faits dans les établissements avant les vacances de la Toussaint. D'abord, je vais rassurer les parents, parce que sur les petites classes, je comprends l'inquiétude des parents qui se disent mais mon Dieu, en CP, qu'est-ce qu'on va faire? Et même en maternelle. C'est pas possible, et en maternelle encore pire. Non, les méthodes sont connues aujourd'hui. Alors on joue au roi du silence. Voilà, ce sont des petites méthodes qui ont été élaborées. Donc pas de panique, il n'y aura pas de traumatisme. Et nous faisons en sorte que l'encadrement soit toujours celui de l'éducation nationale, conseillé par les forces de l'ordre, bien entendu, parce que vraiment ce n'est pas dans nos compétences,
faut pas compter sur les compétences de l'éducation nationale dans ce domaine. En revanche, on peut compter sur l'esprit citoyen et solidaire. Et là, ça se fait aussi, bien sûr, en collaboration avec les forces de police. Ça ne se fait qu'avec. On ne va pas se mettre à inventer au sein de l'éducation nationale quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut rappeler en quoi vont consister justement ces exercices de sécurité? Il va y avoir des exercices de confinement. Des exercices de confinement. Et d'attentat, intrusion. Oui, intrusion malveillante. Intrusion malveillante. On va parler d'intrusion malveillante. Donc, suivant le cas, pour les plus éloignés de l'intrusion, fuite. Donc, connaître parfaitement les locaux. J'ai recommandé au chef d'établissement de faire une visite des locaux détaillée à tous les professeurs, à tous les personnels de l'établissement pour que les locaux soient parfaitement connus. Donc, si on est loin du point d'intrusion, c'est la fuite, le meilleur salut, je dirais. Si on est trop près, c'est le confinement. Et donc là, on apprend à se confiner. On fait en sorte que la salle puisse être confinable, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on puisse fermer la salle de l'intérieur et qu'on puisse mettre les jeunes à l'abri. Il y a 2623 établissements dans l'Académie d'Orléans-Tours. Il faut que tous ces établissements aient suivi un exercice de confinement ou d'intrusion malveillante d'ici au 19 octobre, le jour des vacances scolaires de la Toussaint. Est-ce que ça a déjà commencé? Est-ce que vous allez y arriver? D'abord, oui, cela bien sûr a commencé dès l'année dernière.